philanthropie d'extrême droite, c'est-à-dire que derrière ce site internet, il y a aussi toute une vitrine cachée pour... ce site internet, il fonctionne comme une entreprise. Derrière, il y a plein de produits à acheter, et les personnes qui s'occupent de ce site ont beau dénoncer la finance, ou ont beau dénoncer, pointer du doigt des choses, c'est juste pour prendre leur part du gâteau. En fait, il y a aussi toute une manière d'avoir des contenus viraux sur ces sites pour faire du buzz, pour faire du clic, d'aller récupérer ailleurs sans citer les sources. Et du coup, c'est assez intéressant en fait de voir que en surface, ils semblent critiquer une certaine économie, mais qu'en fait, ils ont créé un objet qui est exactement sur la même forme et qui lui aussi est totalement capitaliste. L'exemple d'égalité et réconciliation est assez intéressant parce qu'il y a une librairie en ligne. À un moment, je crois qu'ils vendaient du vin aussi. Enfin, il y a plein de choses dans l'arrière-boutique du site qui sont assez intéressantes, des formations d'autodéfense. C'est assez marrant en fait comment c'est très publicitaire comme site. Je voudrais peut-être ajouter un mot si vous permettez, parce que vous aviez l'air de dire que le phénomène de la montée de ces médias d'extrême droite et de la critique des médias par l'extrême droite était un phénomène qu'on avait peut-être sous-estimé. Je pense que c'est vrai, et une leçon un peu générale à en tirer. On dit parfois l'extrême droite, c'est pas forcément le camp de l'intelligence. On les voit comme des gens un peu bas du front, pas tout compris au film. Ce sont des gens malins. Ce sont des gens qui ont passé des années, des décennies dans l'opposition, qui rêvent du pouvoir et qui ne l'ont pas, qui ont été forcés de développer des stratégies de contournement, de prendre les choses moins frontalement, de réfléchir à du camouflage, de réinventer leurs mots, de réinventer... Voilà, ce sont des gens qui ont passé, pour certains, beaucoup de temps à réfléchir à la manière dont ils pouvaient rendre leur message audible, quitte encore une fois à le camoufler. Donc voilà, ce ne sont pas des idiots, ce sont des gens qui réfléchissent, qui ont peut-être réfléchi plus que d'autres et mieux que d'autres et pendant plus longtemps à de nouvelles stratégies qui leur permettent de s'adapter aujourd'hui. Donc, il ne faut pas les sous-estimer et il faut peut-être même envisager qu'à un moment donné, ils aient pris sur leurs concurrents un coup d'avance. Moi, je suis complètement impressionné par le déferlement de propagande russe qui a investi tous nos médias. C'est obsessionnel, cet état d'esprit pro-russe. Alors qu'il y ait un Spoutnik ou quelques médias lilliputiens qui puissent donner un contrepoint, même s'il est manifestement tributaire de l'État russe, ça c'est quelque chose qui n'est pas très surprenant. Mais je me souviens lorsque le journal Le Monde était du temps de Sirius, enfin du temps de Beuve-Méry, était un journal de référence et non pas de vénération à l'égard des puissances d'argent, qui disait que accepter de la publicité, la publicité supportait le journaliste comme la corde le pendu, et que maintenant on observe que la plupart des médias appartiennent à des milliardaires qui s'offrent ça comme des danseuses. Et s'imaginer que s'ils font ce petit investissement, qui est modeste au regard de leurs moyens, certes, mais qu'ils sont complètement déconnectés de l'arrière-pensée politicienne, alors je crois que nous faisons également preuve d'une certaine naïveté. C'est pour ça que la critique des médias est nécessaire. On va peut-être prendre 2-3 questions ensemble. Oui, alors... Bonjour. Ah, bah non, mais... Les médias étrangers, ils ne critiquent pas, mais ils disent tous pourris. Alors pourquoi en France ne pas critiquer, mais dire aussi tous pourris? Pourquoi ils ne le disent pas? Une autre question? Oui, alors, juste... non, ça fait longtemps. Alors moi, j'ai quand même beaucoup de doutes
quand on me parle de la méthodologie des médias mainstream, enfin Le Monde, Libération, Figaro, ou je sais pas quoi d'autre, parce que franchement, quand ils parlent des fonctionnaires privilégiés, des Français xénophobes qui n'ont pas voté correctement en 2005, enfin je veux dire si je sais pas, que de toute façon le Monde il parle jamais des conséquences de la crise, de leur plan d'ultra austérité en Grèce. Enfin, je veux dire, moi je suis désolé, les grands, mais enfin sans parler déjà d'ailleurs pour parler des médias d'extrême droite aussi, pour moi Valeurs Actuelles et Causeur, c'est l'extrême droite autant que d'autres, Polémia, etc. Mais pour moi, je veux dire, et moi je me rappelle aussi d'il y a quelques mois, Libération avait mis en une un truc, en gros, une critique du nouvel antiracisme, qui est le vrai antiracisme, c'est-à-dire l'antiracisme politique, en disant oui, il y a trop de personnes non blanches, en gros, dans l'antiracisme politique. Je suis pas certain que ce soit tout à fait ça. Ah bah si. Et puis en plus, alors que dans le Libération, il n'y a quasiment que des blancs, surtout dans... Enfin, je veux dire, c'est quand même assez gros, quoi. Donc, et puis moi, je suis désolé aussi, mais quand même moi, j'avais vu un documentaire un documentaire grec qui s'appelait Fascist Inc. et qui montrait que par exemple, en 1933, qui avait amené Hitler au pouvoir? Eh ben, c'était la grande bourgeoisie. Donc on ne peut pas mettre d'un côté l'extrême droite et de l'autre côté la grande bourgeoisie. Les deux sont liés. Après, évidemment, il y a l'extrême droite qui va dénoncer le capitalisme, mais ça c'est une clause de style. Mais non, ils sont ultra capitalistes, évidemment. Ça c'est le propre de l'extrême droite. Le Pen il est hyper riche, je veux dire, c'est faux. Mussolini c'est la même chose, il a été mis au pouvoir par la grande bourgeoisie, contrairement à ce qu'on nous dit à l'école d'ailleurs. Je veux dire, moi j'achète pas Le Monde, parce que si j'achète Le Monde, c'est à la fois me mentir à moi-même, parce que en fait je donne de l'argent à un milliardaire qui en plus se prétend, c'est un journal qui va se prétendre neutre, soi-disant. Mais c'est du moment. Je suis désolé, moi j'achète pas ni Le Monde ni Libération parce que je veux pas leur donner de l'argent, c'est tout. Et pour moi, il n'y a pas d'un côté les grands médias qui sont certes critiquables, mais qui ont quand même de la méthodologie, et les médias d'extrême droite qui sont horribles. Parce que de toute façon, les deux sont liés. Pour moi, c'est lié. Et je veux dire, le journal télévisé de Pujadas, ou alors le journal alors de Pernaut. C'est quoi? Le journal de Pernaut de 13h, c'est la France profonde. Voilà, alors que des... Et puis évidemment, la France profonde... Je crois qu'on a compris. Je crois qu'on a compris. On va pouvoir répondre point par point. Il y a une troisième question, on va peut-être... Oui, tout à l'heure on a parlé méthode, pour justement la méthode du journaliste du travail. Et en fait j'ai 4 points que je relève, qui viennent un petit peu aussi des premières interventions. Déjà, ne pas chercher ce qu'on cherche à chercher ou à trouver. Moi, je m'interroge grandement sur les sondages qui sont faits principalement dans ce but et qui, en fait, polluent énormément ce travers-là du journalisme. On a parlé aussi des différences entre éditorialiste et journaliste. Peut-être, effectivement, il n'y a pas assez de mise en avant du fait que c'est un éditorial ou que c'est une information journalistique. Enfin, il y a un problème aussi, je trouve, dans les termes utilisés dans le journalisme. On connaît tous complotisme, système, etc., mais on ne sait pas ce que ça veut dire. Quand moi j'entends des choses comme frondeur, je suis extrêmement choqué parce que c'était quand même des députés qui étaient en désaccord avec leur parti. Étant députés, ils sont censés représenter les gens qui les ont élus dans leur circonscription. Et pourtant, on les appelle frondeurs. Pourquoi? Parce qu'il faut qu'il n'y ait qu'une seule idée, il faut qu'il n'y ait que l'idée du parti. Ça, c'est une chose. Mais que tous les médias reprennent ces termes tels quels, en fait, ça pose problème parce qu'il n'y a pas de définition derrière. Et même, il y a des idées secondaires qui arrivent derrière. Et enfin, je trouve qu'il y a beaucoup, effectivement, il y a des gens qui ne s'écoutent pas, effectivement, il y a des gens d'extrême droite, il y a des gens d'extrême gauche, il y a des gens qui sont plutôt au centre, etc. Par contre, je trouve que les journalistes restent à chaque fois, l'idée c'est de replacer des gens dans des cases,
Et c'est toujours dire aux intervenants, mais en fait, par rapport à Madame Le Pen, vous vous situez où? Ou alors par rapport à ça, vous vous situez où? Et en fait, on a l'impression que c'est une espèce de... c'est un sophisme, où on prend des, comment dire, des repoussoirs ou des choses comme ça pour ne pas écouter la personne. Alors peut-être on n'est pas d'accord avec ce qu'elle dit, ça c'est une chose, mais il y a souvent, regardez bien, surtout en ce moment, pendant les présidentielles, mais alors vous vous positionnez comment par rapport à Madame Le Pen, ou alors vous vous positionnez comment par rapport à la Syrie, ou etc. Je trouve que c'est malsain. Voilà. Quatre points de méthode que je trouve un peu dommage. Oui, peut-être pour monsieur. Contrairement à vous, je ne suis pas certain que tout se vaut absolument en matière d'information. Je pense qu'il n'y a rien de parfait, mais il n'y a pas une équivalence parfaite entre tout ce que vous avez cité et les bons de Mussolini à Libération me semble assez douteux. Enfin, bon, je suis ouvert à énormément de critiques et je suis surtout pas venu ici pour dire que tout fonctionne parfaitement. C'est vraiment pas mon propos aujourd'hui, mais j'accepte d'autant plus la critique qu'elle vient de gens qui lisent Libération et pas de gens qui revendiquent ne jamais l'acheter. Pour le reste, les questions de méthode que vous avez soulevées me semblent toutes intéressantes et justifiées, et l'abus de sondage, et les mots valises employés à tout bout de champ sans en définir le sens. Tout ça sont des choses que, y compris les journalistes, souvent reconnaissent et essaient d'éviter. Il faudrait peut-être aussi distinguer entre les différents types de médias. Il me semble qu'en la matière, les télévisions, la presse écrite, la radio ne sont pas tout à fait sur les mêmes canons. Mais bon, je suis d'accord avec vous et je reconnais qu'il y a des travers contre lesquels il faudrait se mettre un peu au boulot. Je vais essayer de me rappeler des questions. Alors juste pour vous répondre, parce que j'avais lu moi le dossier sur l'antiracisme de Libération, je pense que là, encore une fois, quand on le lit et quand on le décortique, vous avez des différences flagrantes entre, par exemple, l'édito. Donc, ce qui a posé problème, je pense, à l'époque, c'était, enfin, pour certaines personnes, c'était l'édito de Laurent Geoffrin, si ma mémoire est bonne. Et quand vous décortiquez le papier, notamment qui montrait les nouveaux acteurs de l'antiracisme, ça allait du CCIF à d'autres acteurs, il y avait une remise en cause peut-être de SOS Racisme ou d'autres structures comme la LICRA, et ben, le papier n'avait rien à voir avec l'édito. C'est-à-dire que d'ailleurs, il y avait quelque chose d'assez paradoxal où on se posait la question, mais je trouvais ça plutôt sain en fait. C'est-à-dire qu'au sein même des pages de Libération, vous aviez une approche différente de l'antiracisme. Et je pense que ces pages-là c'est un cas d'école parce que ça a fait débat, c'est-à-dire que évidemment que c'est une question sensible, une question polémique, et quand on décortique véritablement le journal tel qu'il était construit à ce moment-là, je pense qu'il y a une pluralité d'opinions qui, pour ma part, que j'estime saine. Si tu permets juste un complément là-dessus, j'avais oublié d'y répondre. Ce qu'il ne faut jamais sous-estimer dans un journal comme l'IB, surtout celui-là que je connais, c'est peut-être vrai ailleurs, sont les rapports de force qu'il y a au sein d'un journal lorsque le numéro du jour se construit. Sur des questions comme l'économie, sur des questions comme l'antiracisme, moi j'ai été témoin de discussions, parfois vives, entre des gens qui défendaient un point de vue et des gens qui défendaient l'autre. Le résultat est forcément une synthèse, forcément imparfait, mais je suis d'accord avec toi, je crois que dans ce cas-là, et aussi dans d'autres, qui lisait vraiment le journal retrouvait la trace des rapports de force et des opinions un peu divergentes qui avaient pu s'exprimer dans la préparation du numéro. Voilà. Et il faut toujours avoir en tête que les cas de réel consensus au sein d'une rédaction comme Libération sont assez rares, voilà, et que sur les sujets les plus sensibles, il y a des opinions très tranchées qui s'expriment de manière très tranchée en interne, vraiment, et dont on retrouve l'image parfois dans nos pages. Pardon. Pour répondre aux autres questions, alors pourquoi les médias ne disent pas tous pourris? Alors, si j'ai bien compris la question, c'est sous-entendu, vous aimeriez que parfois les médias emploient ce terme ou un peu poujadiste. Alors, encore une fois, moi je pense que c'est pas du tout le rôle du journaliste, et alors je vais peut-être être un peu obsessionnel, mais je vais encore faire la distinction entre les éditorialistes et les journalistes, mais moi je fais ce métier, et je pense que beaucoup font ce métier pour restituer des faits, aller fouiller, gratter et relayer. Je pense que l'interprétation donnée aux faits, c'est pas le rôle du journaliste.
Alors après, on peut vouloir que des éditorialistes puissent tenir ce rôle. On peut poser la question de savoir est-ce qu'aujourd'hui l'éditorialiste n'a pas remplacé l'intellectuel de l'époque et qu'il y a un déficit d'intellectuels sur les plateaux télé notamment et qu'on a des éditorialistes qui sont étiquetés journalistes. Enfin voilà, ça pose question. Mais